You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant, l'émission d'1 heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Valentine au micro comme chaque semaine, alors vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un petit peu la voix cassée, un rhume est passé par là mais rien de grave, je suis contente d'être ici et de faire cette nouvelle émission sur un thème qui m'est cher, qui est le yoga et son impact positif sur les personnes qui vivent avec le VIH. Alors, si vous avez le moindre commentaire, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 40 90 25. Laissez-nous aussi un message sur le site comitédesfamilles.net. Passez également par nos réseaux sociaux, le compte @VIH Radio sur Twitter et notre page Comité des Familles sur Facebook. Retrouvez aussi tous les épisodes en podcast sur notre site, sur Spotify, Apple Podcasts et Audioblog. Until you try. Lorsqu'on vit avec le VIH, les relations sociales, le rapport à soi, à son corps, ils peuvent être fortement impactés. Et pour se faire du bien, il existe plusieurs solutions. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'une d'entre elles, qui est le yoga. Et pour ça, je suis avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Valentine. Comment vas-tu ? Bien. Je te remercie en tout cas d'être présente avec moi aujourd'hui pour l'émission. Tu es professeure de yoga et tu donnes des cours tous les mardis soirs au Comité des Familles à Paris. Je te laisse peut-être plus amplement te présenter à nos auditeurs, nous raconter peut-être un peu ton parcours. Moi, j'ai toujours fait du yoga depuis que je suis adolescente. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de me former au yoga avec un professeur très inspirant. Et puis, donc dans le cadre de ma formation, j'avais demandé à l'époque, quand le comité des familles était dans le 19e, ils ont accepté que je fasse du bénévolat avec eux dans le cadre de ma formation. Et puis, ça s'est bien passé. Puis après, maintenant, l'aventure continue. Et pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce parcours-là ? Comment tu as découvert le yoga ? J'ai toujours aimé découvrir de nouvelles choses et le yoga, je l'ai déjà par les livres. Je regardais les livres et puis il y avait une association indienne où j'allais souvent faire du yoga. Et puis j'ai vu le bienfait que ça me faisait, et petit à petit en fait, parce qu'il y a plusieurs formes de yoga. Il y a plusieurs formes de yoga et le yoga que moi j'enseigne, c'est le yoga Kundalini. Qui m'a beaucoup apporté et j'ai dit tiens, c'est ce yoga-là pour lequel je veux me former. Et puis surtout le professeur, je pense qu'il y a quelque chose qui passe avec le professeur qui enseigne et puis surtout un professeur qui vous ramène à vous, qui vous rend autonome et qui vous encourage. Il n'était pas très pour les disciples, mais plutôt pour montrer le talent des gens, leur faire prendre compte de leur talent, de ce qu'ils ont en eux, pour pouvoir le délivrer aux autres. Voilà. Et c'est ce que tu as voulu, toi, enseigner par la suite en devenant professeur, c'est ça ? Exactement. Du coup, comme je le disais, tu donnes des cours tous les mardis soirs au comité. Comment ça se passe ? Tu nous parlais du yoga que tu pratiques. Peut-être expliquer un peu plus en détail aux auditeurs quel est ce type de yoga ? Eh bien, je vais inviter plutôt les auditeurs à aller plutôt sur Internet et se renseigner sur le yoga Kundalini, parce que là, je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques, ça serait un petit peu trop long. Mais tout ce que je sais, c'est que les élèves
sont enchantés. Parfois, certaines personnes partent et puis reviennent quelques mois après. J'ai l'exemple d'un élève, Christian, qui lui ne se trouvait pas souple. Il était beaucoup dans sa tête en disant non, j'y arriverai pas. Et puis, petit à petit, parce que moi, quand j'ai des élèves comme ça, justement, ça me fait beaucoup travailler sur moi. C'est un challenge pour moi. Comment enseigner, comment arriver à toucher quelque chose pour que la personne puisse s'ouvrir à son corps et tout, et que le yoga, c'est pas de la compétition, c'est juste, je dirais, une relation de soi avec soi, et avec ce que le corps de ce que notre corps nous offre dans le moment présent. Et puis, donc, il y a il appelle ça le crapaud, on appelle la grenouille, et c'est quelque chose que j'enseigne, que quand il y a le cours, je l'enseigne. Et il a été très touché par cette posture. Et donc là, ça fait, je crois, bientôt, sans exagérer vraiment, ça fait presque 3 ans qu'il l'a fait tous les matins, et surtout avec la respiration, c'est la synchronisation de la respiration avec le mouvement, et ça ouvre plus la flexibilité du corps en fait. D'accord. Et il connaissait pas du tout le yoga avant de faire des cours avec toi? Non, il était même, je me souviens de lui, la première fois qu'il est venu, il me dit « Oh non, moi j'ai pas envie de faire du yoga, je suis pas souple, je suis pas ceci, je suis pas cela. » Donc je vais d'abord regarder, et après je viendrai. Je dis « Ah non, c'est pas en regardant que tu vas apprendre. Donc je t'invite à venir, et, peut-être pas maintenant si tu n'es pas prêt, mais tu ne viens pas en tant que spectateur. Ce serait dommage de te priver de l'expérience en elle-même. » Et du coup, il a commencé à venir. En fin de compte, le yoga, c'est s'accepter un peu comme on est, dans le moment, sans se comparer, sans regarder les autres. Voilà, ça commence comme ça. Puis tout d'un coup, c'est l'acceptation de soi. C'est soi avec soi, le yoga. Hein. Avant tout, c'est pas épater tout le monde avec des postures. C'est s'épater soi-même, si je peux dire. Oui, ce qui diffère un peu des autres sports où il faut pousser à aller très loin, on se compare aux autres, on veut vraiment bien faire, etc. Le yoga, c'est un cours collectif, mais au final, c'est nous et notre corps qui pratiquent, qui s'ouvrent. Alors, le yoga, on peut pas dire que ce soit un sport, mais c'est quelque chose qui travaille le corps, l'esprit. C'est vraiment en lien avec la respiration. D'ailleurs, il y a de grands champions qui se sont blessés, qui ont poussé leur corps très loin et qui reviennent au yoga et à la sophrologie. Ils ont compris que le yoga et la sophrologie, toute cette façon de se relaxer va justement amplifier leur performance. C'est la performance dans la relaxation et dans la tranquillité. Oui. Pas la performance dans... alors je vais utiliser un mot peut-être un peu exagéré, mais pas dans le côté un peu Robocop. Oui. C'est Robocop qui me vient à l'esprit. Parce que, voilà, donc Robocop, ça dure qu'un temps, mais ça dure pas tout le temps. Le corps lâche. Et d'ailleurs, le corps, c'est lui qui nous parle et c'est lui qui nous enseigne, qui nous montre nos limites. Encore faut-il écouter et être attentif. Et puis le yoga, c'est pas que des postures, comme tu le disais. Les auditeurs le savent pas, c'est aussi une philosophie. Pendant les cours, il y a de la respiration. Peut-être expliquer un petit peu comment se passent les cours le mardi soir. Alors quand on vient, alors moi, quand les élèves arrivent, les participants, d'abord, j'appelle ça le temps météo, la météo interne. Donc je leur dis, vous arrivez avec quoi aujourd'hui? Comment êtes-vous au moment présent? Donc selon ce que les gens disent, donc c'est un partage confidentiel dans une bonne ambiance, quoi. Et selon ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent dans leur corps, j'oriente mon cours en fonction de cela. Alors parfois je l'oriente aussi pour les bousculer un peu. C'est pas juste être dans le confort. Donc c'est un équilibre entre relaxation et pousser un petit peu au-delà de sa zone de confort pour redécouvrir un peu autre chose. Voilà. Et quel bienfait ça peut apporter aux participants? Alors peut-être les bienfaits physiques pour commencer. Physiquement, les gens me disent qu'ils dorment mieux. Certains ont un regain d'énergie, donc ils font des choses chez eux parce que parfois certains ne travaillent pas, donc le lendemain ils peuvent un petit peu prendre le temps pour eux. Mais c'est ça, je dors mieux et
et j'ai un regain d'énergie. C'est plutôt au niveau énergie. Et au niveau plus mental, psychologique, quel retour tu as des participants et des participantes ? Les gens se sentent un petit peu mieux. Déjà, le fait qu'ils aient ce rendez-vous tous les mardis, ils se sentent moins isolés. Mais ils apprennent aussi à aller à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que c'est pas si terrible d'être face à soi. Cette histoire de solitude, je suis tout seul et tout, c'est parce que on se sent... alors la solitude, c'est aller se rencontrer avec soi-même. Et je dirais, se sentir seul, c'est se sentir un peu esseulé. C'est se dire, voilà, s'il n'y a pas un tel, je m'ennuie ou un truc. Donc pour moi, c'est pas la même notion, mais bon. Après, chacun a peut-être la notion de la solitude. Plus cet espace de calme intérieur. Voilà, d'être moins agité intérieurement. Voilà. Et est-ce qu'il y a des bienfaits par rapport je le disais en intro, au rapport à son corps ? On a tendance tous, peu importe qu'on vive avec un virus ou pas, qu'on soit malade ou pas, à pas être très gentil avec son corps. Est-ce que le yoga, ça peut nous aider à être plus empathique, plus bienveillant avec lui ? Mais justement, le yoga invite à cela. C'est tout le propos du yoga, c'est être... comment je peux être bienveillant avec moi-même. C'est ma relation avec moi-même d'abord. Ça ne veut pas dire que je n'aurai plus de relation avec les autres, au contraire. Donc quand je suis, je dirais quand j'ai cette recherche d'une bonne relation avec moi-même, je dirais que en fin de compte, on a moins d'attentes de l'extérieur. Si l'extérieur nous apporte des choses, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Voilà, mais je vais à la rencontre de moi-même, en fait. Chose qu'on nous apprend pas forcément. Voilà. Et puis bon, il ne s'agit pas de trouver un coupable de quoi que ce soit, mais juste d'éveiller sa conscience et de prendre conscience du rapport qu'on peut avoir avec soi-même. Et en quoi le yoga, ça peut aider justement quand on vit avec une maladie chronique tel que le yoga, tel que le VIH, C'est bien, une maladie chronique, le yoga. Parfait. On aimerait bien, malheureusement. C'est bien. Moi, je dirais que ça peut faire relativiser la maladie et surtout calmer ce mental où on a beaucoup de pensées auxquelles on s'identifie, des pensées négatives. J'appelle ça penser à l'envers, puis à l'endroit. Bon, le négatif est là, il a aussi son rôle pour nous faire aimer la vie et tout ça. C'est comment je prends conscience, en observant mes pensées, comment je peux m'ouvrir à autre chose qui me fait du bien. Voilà, donc voilà, sans se juger, et puis aimer ce qui se passe dans le moment présent, en fait. Voilà. Je dirais que c'est ça. Avoir un moment à soi aussi. Voilà. Et donc, tu donnais l'exemple d'un des participants qui refaisait la posture tous les jours. Est-ce que les autres participants aussi intègrent, avec tes cours, ont intégré le yoga dans leur quotidien, ou même la respiration, d'autres techniques ? Oui, ils font parfois des respirations et puis des fois des méditations. Voilà, certains le font, peut-être pas de façon régulière, mais en tout cas, ils savent qu'ils ont un outil et ils peuvent s'en servir quand ils veulent chez eux. Et je pense que c'est rentré... je pense qu'ils ont intégré cette chose-là tous les jours chez eux. Peut-être pas de façon régulière. Je pense que chacun fait à son rythme, quoi. Et dans tes cours, tu proposes justement de la méditation ? Oui, c'est-à-dire qu'on arrive donc métaux intérieur. Oui. Quel temps fait-il à l'intérieur de moi aujourd'hui ? Puis voilà, en fonction de ça, je propose soit des respirations, parce que parfois les postures que je fais incluent la respiration en même temps. Alors pour pas trop... donc en général, je fais une petite introduction de pranayama, respiration. Et ensuite, on fait des postures soit dynamiques, soit statiques. Ça peut être un mélange des deux. Une méditation pour inviter à l'immobilisme, aller dans cet espace à l'intérieur de moi où même si mon mental veut m'emmener partout, c'est-à-dire que je suis bien là, dans la salle, et j'ai pas ma tête qui est déjà chez moi en train de dîner. Voilà, c'est l'agitation interne, c'est comment j'observe ça. Et après, on finit par une relaxation
une bonne relaxation pour intégrer tout ça et être dans la relaxation du corps. Et les méditations, est-ce qu'il en existe plusieurs types ? Oui, il en existe plusieurs types et le but, en fin de compte, ces méditations aident à ensuite que sa vie, son quotidien devienne méditation. Par exemple, quand on fait la vaisselle, on est déjà dans une méditation. Enfin, toutes ces postures de méditation, c'est une introduction à comment je peux méditer. Et dans ma vie de tous les jours, je suis en train de méditer, comme là, je suis en train de méditer au moment où je te parle. Je suis tranquille, posée. Et comment je peux aussi être concentrée sur ce que je fais dans le moment présent. Voilà, elles servent à ça, en fait. Parce que la méditation, on peut être tout le temps en train de méditer, même en écoutant quelqu'un, même en étant en train de parler avec quelqu'un. Et même question pour les respirations, est-ce qu'il existe plusieurs exercices et est-ce que tu proposes toujours le même ou justement tu varies ? Je varie selon l'état d'excitation mentale. Mais en général, là, comme en ce moment, on est dans une période où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'agitation mentale. Donc je ramène toujours, j'essaie de faire une méditation qui va calmer le mental. Parce que le mental va suivre la respiration. D'ailleurs, quand on est un peu affolé, on voit bien, là, on ne respire plus. Mais dès qu'on revient, on se ressent sur la respiration, ça calme un peu plus le mental. Donc c'est vraiment au feeling. D'accord. Et on parlait un peu des différents types de yoga qui existent. Peut-être que parmi nos auditeurs, nos auditrices qui aimeraient essayer, quel yoga tu conseilles pour les débutants, ceux qui ne connaissent vraiment pas la pratique et la philosophie ? Alors moi, j'ai tendance, c'est vrai que le mot conseil, c'est pas un mot que j'aime. Enfin, c'est une question un conseil, je dirais qu'ils suivent leur cœur, en fait, qu'ils suivent leur cœur, ce que ça leur fait, comme moi, j'ai suivi mon cœur en suivant le yoga. J'avais commencé avec le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga que j'ai pratiqué longtemps. Après, il y a eu l'Ashtanga Yoga. Après, il y a eu le Vinyasa. Peut-être expliquer un tout petit peu les différences entre... Je ne pourrais pas l'expliquer techniquement parce que moi, en fin de compte, quand je suis en train de faire le mouvement, je n'intellectualise rien, en fait. Oui, je vois. Mais bon, je peux dire l'Ashtanga Yoga. Les auditeurs peuvent noter puis aller voir des vidéos de l'Ashtanga Yoga, le Hatha Yoga. Il y a un centre à Gare de l'Est qui s'appelle Sivananda, où j'allais souvent et qui font du Hatha Yoga. Ils sont très bien. Et puis, s'ils veulent venir un mardi, découvrir le Kundalini Yoga, je les accueillerai avec plaisir. Mais c'est suivre un peu aussi, c'est aussi se faire confiance et suivre son cœur, en fait. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent bien vous conseiller, comme moi, mon professeur nous a beaucoup inspirés, mais pas s'en remettre toujours à l'extérieur. C'est savoir aussi un peu écouter son cœur et puis aller vers ce qui se passe. Voilà, ça serait plutôt ça ma suggestion, on va dire. Oui, et je ne l'avais pas précisé, d'ailleurs, les cours du comité sont gratuits, ils sont ouverts aux membres du comité, mais tout le monde peut venir, je suppose. Oui, en priorité aux gens qui sont atteints, les membres du VIH et de ceux qui les aiment. Oui, voilà, de l'entourage, etc. Voilà. On a parlé des bienfaits un peu et de ce que le yoga peut apporter dans la vie de tous les jours. Est-ce que toi, tu avais quelque chose que tu voulais, un message à faire passer aux auditeurs ou à ceux qui nous écoutent, qui sont concernés ou non par le VIH par rapport au yoga ? De leur dire que le yoga, c'est vrai que ça va rester juste que mon expérience à moi, mais que c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui apaise, qui détend. Et vraiment, l'intérêt de faire du yoga, c'est aussi juste s'asseoir. Ça peut être par terre en tailleur, ça peut être sur une chaise. Et puis, c'est juste fermer les yeux et puis d'inspirer et d'expirer par le nez, de prendre juste 5 minutes pour soi. Pour se recharger, c'est déjà faire un début de yoga. Et tu proposes des cours au-delà du comité des familles ? Je ne t'ai pas posé la question. Oui, c'est vrai que là, j'ai 2 personnes que je suis en individuel, qui, elles, avaient fait une expérience de groupe de yoga, mais qui
qui sentaient enfin, elles avaient envie d'être avec un professeur en privé. Donc oui, j'ai 2 personnes en ce moment. J'en avais eu d'autres, mais comme il y a eu le confinement et le Covid, donc les gens ont préféré ne pas venir. Et puis bon, quand les gens ne veulent pas venir, je suis tout à fait OK avec ça. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est dans la liberté je crois que c'est dans la liberté d'être qu'on se construit vraiment. Pas en faisant plaisir aux profs, tiens, je vais aller au cours de yoga pour faire ma prof. Non, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour être soi et se faire du bien soi et d'être réellement soi. Et ce que se passe avec l'extérieur, c'est pas faire attention à ce que vont penser l'extérieur ou pas, ou les gens. Faut pas s'emprisonner là-dedans. Et puis voilà, donc pour l'instant, j'ai 2 personnes. Et puis quand elles finiront leur cours, elles décideront de continuer ou pas. Voilà, moi je suis tout à fait OK avec ça. Je n'accroche pas les gens pour leur dire de faire ceci ou cela. Ma valeur liberté est très grande, donc voilà. Je la respecte aussi chez les autres. Et justement, en parlant de soi, qu'est-ce que toi, ça t'apporte d'enseigner le yoga, notamment aux membres du comité des familles qui sont concernés par le VIH, ou en tout cas l'un des proches est concerné? Moi, je dirais que mes élèves, ce sont quelque part mes professeurs. J'ai vraiment envie de dire ça parce que parfois, ils viennent avec des questions, ils viennent avec c'est-à-dire qu'ils m'apprennent, c'est-à-dire que leur façon d'être comme ça, à l'état brut, je dirais, ça m'incite, moi, à me remettre en question et surtout à prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui se dit, beaucoup de bienveillance. Voilà, donc parfois il peut se passer que j'avais eu par exemple une élève qui aimait beaucoup parler pendant le cours, 2 élèves. Alors bon, donc je sentais que ça agaçait certains. Alors j'ai dit, écoutez, ici on est entre nous, personne ne s'agace de qui que ce soit. Donc écoute, si tu as des questions, ce que je préfère, c'est que tu vives l'expérience dans ton corps. Et puis à la fin du cours, je serai ravie de répondre à toutes tes questions. Voilà, je pense que s'il y a une façon de parler aux gens, alors des fois on peut un peu piquer en disant, en piquant... je crois que c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer, mais que je fais de façon naturelle et subtile. Alors comment je pourrais prendre en langage métaphorique, je dirais, je vais mâcher les gens, mais je vais jamais les avaler. C'est une jolie phrase. C'est ma grand-mère qui me le disait au Maroc quand j'étais petite. Elle me le disait en arabe, et j'ai trouvé que c'était intéressant de le traduire en français. Donc je te mâche avec la bienveillance, mais je ne t'avale jamais. Voilà, je trouve ça beau. Oui, c'est une belle image, je trouve aussi. Écoute, je te remercie. Tu m'avais demandé, quand on a un peu échangé par téléphone avant pour préparer l'émission, si tu pouvais partager un exercice de respiration avec les auditeurs et les auditrices, peut-être expliquer d'abord quel va être l'exercice et ensuite le proposer, comme tu le sens. Alors moi, je vais le faire en même temps qu'eux. Valentine, si tu veux le faire aussi. Avec plaisir. Alors, je vous invite à aller vous asseoir là où vous êtes assis je vous invite à vous asseoir confortablement, soit par terre, en tailleur, soit sur la chaise. Puis vous êtes vraiment détendu. Et puis vous fermez les yeux tranquillement. Voilà. Vous êtes juste là, posé sur la chaise. Sentez votre corps là, juste sur la chaise. Et puis, la bouche est fermée, la mâchoire est détendue, la langue est en bas, elle est décollée du palais. Tout est relaxé, les yeux sont relaxés. Et puis, je vous invite naturellement, comme si vous étiez en train de sentir le parfum d'une rose. Alors, vous allez inspirer par le nez ce parfum de cette rose, que vous pouvez imaginer, une rose ou autre fleur que vous aimez. Donc, vous inspirez délicatement ce parfum, en laissant le ventre se gonfler, comme si le ventre aussi sentait ce parfum. Vous inspirez. Et puis, vous allez mettre la bouche, vous allez expirer par la bouche en faisant comme si vous étiez en train de siffler. Vous expirez très, très lentement et vous rentrez le ventre. Vous allez jusqu'au bout de l'expiration, vraiment
l'expiration est plus longue que l'inspiration parce qu'on a tendance à avaler de l'air, mais on n'expulse pas l'air. Donc elle est jusqu'au bout, comme si l'air allait sortir du périnée. Voilà, alors on va le faire. Maintenant, vous avez un petit peu les consignes. Donc on inspire par le nez ce doux parfum. Encore une dernière fois. Alors vous pouvez faire cet exercice dès que vous vous sentez un peu stressé, vous êtes au travail, vous prenez même 3 minutes pour vous, vous vous isolez des paix. Vous êtes isolé, vous êtes tout seul face à vous-même et vous faites cet exercice-là en imaginant cette fleur, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche tranquillement. Dès que vous êtes stressé, dès que vous avez une décision à prendre mais vous ne savez pas comment, donc juste revenir à l'état de calme intérieur. Ça peut vous aider. Juste si vous faites ça tous les jours régulièrement, déjà vous êtes déjà dans le yoga avec la respiration. Voilà. Je te remercie. L'exercice était... Tu vois, je suis toute détendue. C'est très visuel en plus. C'est pas toujours évident qu'on ne sait pas faire, enfin, qu'on n'a jamais fait plutôt. Des exercices de respiration. Et là, le fait qu'il y ait cette rose ou cette fleur en visuel, ça aide beaucoup, je trouve. Enfin, pour ma part, en tout cas. Oui, c'est vrai, parce que ce qui m'est... Justement, en parlant, quand tu disais que les élèves m'apportaient ce genre de choses, c'est que quand j'ai, par exemple, quelqu'un qui me dit « Oui, mais moi, c'est pas naturel de respirer par le nez, la bouche fermée, tout ça. » Alors, je lui dis « Quand tu sens une rose, comment tu fais ?» Ça m'est venu comme ça, naturellement. Et là, c'est pour ça que j'ai repris ça, en fait. Et dès qu'on est dans... La personne oublie si elle respire bien ou pas dès qu'elle sent la rose. Elle est dans l'expérience directement. Puis après, par la bouche. Voilà. Donc, j'essaie de trouver des sensations que les gens ont plus ou moins vécues pour les ramener dans leur corps et plus dans le mental. Je fais ou je fais pas bien. C'est comment j'arrive à couper le mental du sensoriel. Je sais pas. Et justement, ça me fait penser, pareil, la méditation, c'est pas toujours évident d'apprendre à méditer, etc. Parce qu'on a l'habitude d'avoir un mental très, très actif. Est-ce que tu aurais un ou deux exercices que tu pourrais partager? Alors, une chose que moi j'ai appris, mais ça reste toujours que mon expérience, puisque chacun vit son expérience comme il le sent. Il ne s'agit pas de formater les gens. C'est un partage. Ce que je remarquais, c'est que de toute façon, les pensées seront toujours là. Elles vont toujours vagabonder. C'est comme par exemple quand on voyage. Prenons le cas de quelqu'un qui voyage en train. Donc il est assis, il regarde le paysage, et puis il voit des paysages qui lui plaisent ou pas. Donc son attention, alors c'est comme des paysages qui défilent en fait. Donc c'est un peu ça. Alors ce qu'on peut faire, la première chose à faire, par exemple quelqu'un qui dit non, le yoga c'est pas pour moi, je suis trop agitée, j'ai trop de pensées. Il ne s'agit pas d'enlever les pensées, elles ne partiront pas. C'est pas le but de les faire partir ou de les alimenter. Le but c'est de s'asseoir, de respirer et puis de laisser ces pensées les observer. Par exemple, voilà, je remarque parce que en fin de compte, il y a une différence entre observer ces pensées sans faire de commentaires. Et quand je commence à observer mes pensées en faisant des commentaires, on dit « ouais, je ne devrais pas penser ça. Oh là là, mais pourquoi j'y arrive pas ?» Parce qu'au moment où on est en train de faire ça, les pensées, elles vous ont distrait de votre objectif d'être détendu. Mais c'est pas grave, il suffit juste de le savoir. C'est comme ça, plus on observe ses pensées, plus on devient observateur de ses pensées. Et du coup, on sait que les pensées, elles passent, elles vont s'en aller. Et plus on s'agrippe dessus, plus on les alimente, plus elles restent. Puisque c'est une énergie, la pensée. C'est comme quelqu'un... l'intuition, on ne l'a jamais palpée, mais on sait qu'elle existe. Les pensées, on ne les voit jamais. Enfin, on les voit quand on y pense.
mais elles sont pas tangiblement, on ne peut pas les toucher, mais on sait qu'elles sont là. Donc voilà, donc c'est beaucoup de douceur. Ah oui, j'ai pensé ça, c'est même de rire de soi un peu. Voilà, donc moi je me suis vue des fois avec des pensées qui m'ont un petit peu... Moi j'appelle ça le colocataire interne qui nous... des fois qui nous embête un petit peu, ou des fois on a pensé telle chose sur une telle personne, alors que c'était complètement faux, c'était notre appréciation, notre projection personnelle. Puis moi des fois je me suis vue, dit mais attends, mais tu t'es fait complètement... tu t'es fait tellement, je dirais, dupé par cette voix, voilà. Mais c'est comme ça. Et plus on observe ses pensées, et plus on est déjà dans la méditation quand on fait que observer ses pensées et on respire tout simplement. On est déjà dedans. Il ne s'agit pas de chercher un objectif pour effacer les pensées. Il n'y a pas d'objectif dans la méditation. Tout est déjà là. On s'assoit, on observe ses pensées, on respire et on se détend. Voilà. J'aime beaucoup. Tu as toujours de belles images, je trouve, pour expliquer les choses. C'est du vécu, donc voilà. Et j'aime beaucoup le langage métaphorique, d'images, de choses que les gens ont plus ou moins vécues, voilà, pour les aider. En tout cas, peut-être si tu as un dernier mot à dire, je te laisse la parole. Ou pas, hein, c'est pas. Non, je réfléchis à ce que je pourrais dire aux gens. Je réfléchis, j'ai juste envie de dire aux gens de l'importance de prendre soin d'eux, de se poser même que 3 ou 5 minutes par jour. C'est toujours ça de gagner, mais vraiment de prendre soin d'eux et puis de s'apprécier, comment on a dit, je dirais de l'importance de vraiment prendre soin de soi, de s'asseoir et de prendre soin de soi. Voilà ce que j'ai envie de dire aux gens. Et voilà. Et bien, sur ces belles paroles, je te remercie une nouvelle fois d'être venu ici, nous avoir partagé ton expérience, l'exercice de respiration aussi qui, j'espère, auditeurs, auditrices, vous aura fait du bien, que vous pouvez faire, comme l'a dit Sarah, dès que vous en avez besoin, un petit moment de stress. Et puis, je vais laisser aussi les auditeurs avec un petit peu de musique. Je te dis au revoir, à très bientôt, Sarah. Alors, merci à vous et merci de m'avoir invitée. Au revoir. Hangamboni ngihleli amajidi estrada ngihlanganisela yena hangamboni noma ungahamba uzongikhumbula noma ungahamba uzongikhumbula bamthathile ulavi wami ehlala ngumi wanyathatha umfazi wami bamthathile ulavi wami ehlala ngumi wanyathatha umfazi wami bamthathile ulavi wami ehlala ngumi wanyathatha umfazi wami bamthathile ulavi wami ngihlanganisela yena hangamboni ngihleli namajidi estrada ngihlanganisela yena hangamboni noma ungahamba uzongikhumbula noma ungahamba uzongikhumbula bamthathile ulavi wami ehlala ngumi wanyathatha umfazi wami
Retrouvez tous les titres des musiques passées au cours de l'émission sur notre site Comité des familles. Je les référence à chaque fois. Donc si vous voulez les réécouter sur votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai tout ça sur le site du Comité des familles. On passe maintenant aux annonces du cœur pour l'émission Vivre avec le VIH. Pour publier un message, rendez-vous sur notre site comitédesfamilles.net à la rubrique Annonces. C'est le petit cœur sur notre site. Vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail et un pseudonyme. En cas de question ou si vous avez des problèmes, appelez-nous au 01 40 40 90 25. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis une femme et je cherche d'abord un ami homme, on verra après. Je veux juste l'amitié, je suis à Paris, contactez-moi par téléphone. Vous pouvez retrouver le numéro de téléphone sur le site comitédesfamilles.net. Jeune femme de 28 ans, camerounaise, recherche sa moitié pour profiter ensemble de la vie. Dynamique et très sympa, je veux quelqu'un qui ne se prenne pas la tête et qui profite des joies de la vie. Au plaisir de vous lire sur WhatsApp. Je suis Cédric, résident à Bruxelles, j'ai 39 ans, 1m84 et 87 kg, sportif, élégant, présentable et assez cultivé, boulot stable, chrétien pratiquant, célibataire bien sûr, et je vis seule, originaire de l'Afrique de l'Ouest. Je souhaite faire connaissance avec une fille de 25 à 38 ans, au moins 1m62, présentable, célibataire, chrétienne et ayant la crainte de Dieu. Si vous vous reconnaissez dans mon annonce, et pourquoi pas ne pas essayer, peut-être qu'une nouvelle histoire s'écrira très bientôt pour nous. Je reste ouvert aux relations en Europe et aussi en Afrique, pourvu que la personne soit patiente, qu'on prenne le temps de faire connaissance. Vous pouvez demander à l'administrateur de nous mettre en contact ou écrivez-moi par mail. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis d'origine nigérienne. Je vis actuellement en France, plus précisément à Grenoble, étudiant apprenti en fin de cycle. Âgé de 27 ans, poids 77 kg, taille 1m80, propre et surtout beau. Je viens d'apprendre que je suis séropositive depuis 4 mois et j'avoue que cela m'a démolie. Je suis tout le temps stressée et je ne cesse de m'en vouloir. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je vis un moment difficile. Je n'ai personne vers qui me tourner. Ma copine m'a quittée après avoir entendu. Après cela, j'ai essayé une relation avec une fille avec qui je m'entendais bien. Aussitôt que je lui informais de ma séropositivité, elle m'a aussi quittée sous prétexte qu'elle ne peut pas vivre avec un séropositif. Pourquoi moi ? Actuellement, je suis déprimée, j'ai vraiment besoin d'une âme sœur pour me soutenir et être à mes côtés. De ce fait, je viens par ce présent écrit chercher une femme séropositive pour une relation sérieuse, de préférence une femme qui vit en France. Contactez-moi, annonce très sérieuse. Vous
Vous écoutez Vivre avec le VIH, je vous laisse avec la musique et on passera ensuite avec les infos de la semaine. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier. Nesso. Nesso. Une maison. Des habitudes. Un futur. Where to place my dreams, where to hold a heart, open to joy, open to hope. Une maison. Des habitudes. Un futur. En 2014, 5 500 000 nouveaux réfugiés. 5 500 000 réfugiés de plus. Encore au XXIe siècle de notre monde, tant de guerres, tant de victimes. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays loin, loin de chez eux. Nesso. Where to place my dreams, where to hold a heart, open to joy, open to hope. Nesso. Bitanzo. Une maison. Des habitudes. Un futur. Tant de guerres. Tant de victimes. Tant de tristesse. Tant de désarroi. Tant d'espoir. Tant d'espoir.
Vous écoutez Vivre avec le VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs et à ceux qui les aiment. J'espère que les deux musiques vous ont plu. On passe tout de suite aux infos de la semaine. On passe aux infos de la semaine. La FRAVI, l'Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH et les infections virales chroniques ou émergentes, c'était du 6 au 8 avril à Marseille. Plusieurs jours de conférences où les acteurs se sont réunis pour échanger sur la prise en charge du VIH, des hépatites virales, la santé sexuelle, l'accès aux médicaments, aux soins et bien d'autres. À cette occasion, les organisateurs, en association avec Coalition Plus, ont lancé un appel, l'appel de Marseille, pour interpeller politiques et communautés internationales, dans le but de permettre l'accès à la santé sexuelle à tous
et à toutes. Retrouvez le message en entier sur notre site comitédesfamilles.net. La Fravie, justement, a permis aussi à la ville de Marseille d'annoncer la création d'une nouvelle association vers Marseille sans sida et sans hépatite. Cet organisme à but non lucratif, on le doit entre autres à Michèle Rubirola, qui est la première adjointe de la ville de Marseille. Lutter contre l'épidémie de VIH, les hépatites virales, améliorer l'accès aux soins, au dépistage, au traitement, aux droits font partie des objectifs de l'association. Avec elle, Marseille rejoint le réseau international des villes sans sida, à l'image de Paris. Elle signe d'ailleurs la déclaration de Paris qui compte déjà plus de 350 villes adhérentes à travers le monde. On poursuit avec la guerre en Ukraine. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans une précédente émission, des difficultés que les personnes qui vivent avec le VIH ont à accéder à leur traitement sur place, avec en cause la perturbation des chaînes d'approvisionnement médical et la destruction des structures médicales qui accueillent ces personnes-là. Eh bien, l'OMS a annoncé le 6 avril dernier fournir au pays 200 009 boîtes de médicaments antirétroviraux génériques. Avec le soutien du plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, les autorités ukrainiennes et bien d'autres partenaires. Cela devrait couvrir les besoins des patients pendant 12 mois. Pour rappel, environ 260 000 personnes vivent avec le VIH en Ukraine. C'est le deuxième pays le plus touché d'Europe après la Russie. Avant la guerre, ils étaient près de 150 000 personnes à prendre un traitement antirétroviral et parmi eux, plus de 2700 enfants. Et finissons en parlant de santé mentale. En France, le dispositif Mon Psy est enfin disponible. Il a été lancé le 5 avril et permet aux enfants de plus de 3 ans, aux ados, aux adultes, d'avoir 8 séances par an chez le psychologue qui seront remboursées par l'assurance maladie. Alors il y a quand même certaines conditions. Déjà, il faut être adressé par un médecin à un psychologue conventionné. Et le dispositif concerne certains patients. Il y a ceux qui ont des troubles anxieux d'intensité légère à modérée, ceux qui ont un trouble dépressif d'intensité légère à modérée, là encore, un mésusage du tabac, de l'alcool et du cannabis hors dépendance, et ceux qui présentent un trouble du comportement alimentaire sans critère de gravité. Sont exclues les personnes ayant besoin d'un suivi psychiatrique ou d'un suivi spécifique comme ceux qui sont atteints de troubles sévères, qui présentent un risque suicidaire ou une dépendance à des substances psychoactives, les enfants et les adolescents qui sont en prise en charge de pédopsychiatrie ou de psychiatrie, qui ont une affection de longue durée, les ALD, pour motif psychiatrique. Sont exclus également les adultes présentant une ALD ou en invalidité pour motif psychiatrique ou qui sont en arrêt de travail de plus de 6 mois pour un motif psychiatrique. Du côté du remboursement, la première séance est remboursée 40 € et les autres 30 € par séance. Alors n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, d'en parler à votre médecin de ce dispositif et pourquoi pas être adressé à un psychologue. Vivre avec le VIH, c'est déjà fini. Oui, 1 heure, ça passe vite finalement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouveau sujet, des nouveaux invités. J'ai hâte de vous retrouver et puis à très vite.